Ouais, ça tient au moins 2 ans dehors, quoi. Et au bout de 2 ans, ben, je démonte, je refais, je repatch, j'en enlève, je remets. Je m'amuse. Ah, mes amis les arbres. La couture, c'est devenu mon métier sur le tas, en fait, parce que j'ai pas eu de formation, à part que ma grand-mère était couturière. Donc, quand j'étais petite fille, ben, j'étais tout le temps dans son atelier. Et puis, elle avait quelques ouvrières avec elle. Donc, j'ai récupéré les savoirs parce que c'était viscéral chez moi, parce que j'y étais attachée. Et comme ça, je suis devenue couturière, en fait. Et, jusqu'au jour où j'ai décidé de recycler tous mes tissus dans les yourtes. Donc là, je gratte l'intérieur d'une souche pourrie que je laisse au blaireau. Parce que dedans, ils trouvent à manger. Et ben, c'est leur gourmandise, hein. Ils trouvent des gros vers blancs. Quand j'éclaircis ma forêt et que j'abats des jeunes pins, ben, je leur laisse une partie pour eux. Comme ça, ils peuvent manger. Puis c'est bon aussi pour la régénération de la forêt, ça fait de l'humus. Et puis accessoirement, je m'en sers aussi de matière à mélange d'art. Voilà, ça fait de la poudre. Là, elle est un peu humide, donc quand elle est humide, elle est un peu plus vitale au niveau de la couleur. À force de vivre dans la contemplation, l'observation, les choses se révèlent. Petit à petit, elles redonnent leurs secrets. Ici, je suis sur un lieu dont je ne bouge quasiment plus, et pourtant c'est en total renouvellement. Alors les gens me disent « Oh mais tu bouges jamais de chez toi, etc. » Mais c'est chez moi que ça bouge tout le temps. Je veux dire, c'est peut-être des changements infimes, les gens les voient plus, enfin les urbains ne voient plus ce qui se passe, mais dans la nature, c'est jamais pareil. Je me lève un matin, c'est tellement différent de la veille que je veux dire, il y a tout le temps à s'émerveiller. Moi j'adore ça parce que j'ai l'impression de m'intégrer à l'intérieur de la nature elle-même. Et de remercier pour tous les cadeaux qu'elle nous donne tout le temps. Je trouve qu'il faut vraiment remercier parce que c'est encore là. Je suis dans cette plénitude de la rencontre avec les éléments naturels. Voilà, ça c'est extraordinaire. Il y a des gens qui apprécient pas forcément la façon dont je vis, et puis je sais pas, puis parce que je suis une femme aussi libre, je pense, hein, ça gêne quoi. Il y a des personnes qui supportent pas. Donc j'ai quelques ennuis, on va dire, que j'ai pas du tout avec les animaux, que j'ai pas avec les plantes, que j'ai pas avec la forêt. Là, c'est que de la joie, c'est que de l'amour en fait. Et c'est dommage qu'ils ne voyaient pas ça, quoi. Il n'y a pas cette rencontre un peu amoureuse qui fait que tout est différent. Toc. Pour récupérer l'eau de pluie, j'ai fait des petits trous là, au milieu du chapeau de ma cuve. Je peux la boire, mais je la filtre. J'ai un filtre à l'intérieur de la yourte. Mais c'est mon autonomie, hein. L'eau ici, c'est mon autonomie. Donc il y en a qui l'ont remarqué. Et voilà 15 jours, il y a le gars qui me harcèle, qui m'a pollué cette cuve, que je venais juste de nettoyer, de remplir.
Je pense que c'est de l'huile de vidange qui a été jetée dans la cuve. Et il se trouve que là, ça a l'air d'être tombé au fond parce que l'eau est devenue noire. Ça faisait une couche comme ça. Voilà, elle s'est mise au fond. Donc celle-là, elle est complètement polluée à l'huile de vidange. Donc il rentre en plus chez moi, donc c'est vachement grave quoi. J'ai porté plainte, constat des flics et tout. On verra. Tous les jours les balades en forêt, c'est vital. Puis ne serait-ce que pour explorer mon environnement, le sécuriser. Plus je connais où j'habite et mieux c'est pour moi. Hein. Donc là on va chercher l'eau. Je vais voir si je peux la choper là. Là, après la pluie, ça coule, ça coule, ça coule. J'ai juste à mettre la bouteille dessous. Hein. Voilà, est-ce qu'elle coule là? Bon, bah, elle coule pas terrible là. Faut que je remonte plus haut. Je l'écoute. Elle est pas loin. Là voilà. Ah. Oh, est-ce qu'elle est bonne? Elle est fraîche, elle est minéralisée, elle n'est pas polluée.
c'est de la bonne eau. Ça vaut le coup de venir la chercher loin. Et celle-là, tous les connards qui m'emmerdent, là, ils peuvent pas me la détourner parce qu'elle est toujours en train de couler là. Alors qu'à la source, là-bas, ils me la détournent. Dès qu'ils se rendent compte que je me sers, c'est un petit jeu. Je repère les écoulements dans toute la vallée là, et puis je m'aménage ma petite source. Enfin, en fonction de ce qu'il y a qui coule. Et je suis obligée de me cacher parce que si ils voient où est-ce que je vais, je suis sûre que la semaine d'après, j'ai plus de la source, elle est tarie. Donc j'ai pris l'habitude de me cacher pour aller chercher mon eau. Je veux dire, on en arrive à des trucs. Avec le harcèlement que je subis, j'ai une ouïe extraordinaire, c'est-à-dire que j'entends bien, très très bien les bruits, je repère tout. Mais c'est les traces d'hommes que je repère surtout, pour ne pas être surprise en pleine forêt dans une situation délicate. Ça va chercher très très loin. Mais en même temps, ça me plaît parce que je découvre des comportements viscéraux qui sont très anciens en fait. Comme je ne suis pas comme les autres, visiblement ça les gêne parce que je suis une femme, c'est facile. Et donc du coup, je subis une prédation comme les animaux. J'ai une liste comme ça d'exactions extraordinaires que je ne pensais même pas que ça pouvait exister, qu'on m'a fait. Donc je suis obligée de vivre avec ça parce que je ne retournerai pas en ville. Voilà, la forêt ne leur appartient pas plus qu'à moi. Enfin, je veux dire, la forêt, c'est la forêt. Là, elles sont bien grosses. Donc là, c'est un grand tunnel où je me réfugie quand j'ai besoin d'échapper aux ondes.
J'ai pas eu de rupture dans ma recherche, dans ma vie. J'ai pas eu de rupture dans le sens où je sentais bien vers quoi je devais aller pour trouver l'épanouissement, la réalisation et puis du sens à ma vie. C'est un cheminement et j'ai pas été élevée dans la nature. Je la redécouvre en fait, je la redécouvre. Mais quand on est gamin, on va à l'école et à l'école, c'est des murs, on est entre des murs tout le temps. Donc on devient des prisonniers, voilà. Moi, j'utilise ce qu'il y a autour de moi, donc forcément, là, tous les morceaux de bois qui sont là, je suis allée les chercher dans des conditions, pour certains, ça serait rude, pour moi, ça va. J'ai l'habitude maintenant. Et si je bouge pas dans une journée, j'ai l'impression d'être un légume, quoi. Enfin, j'ai plus l'impression d'être vivante. Je vis dehors, quoi, donc j'aime pas être enfermée. J'aime pas être enfermée. Je suis sur un petit coin de terre que j'essaye de ne pas foutre en l'air, de respecter, d'améliorer. Je vais à la rencontre de ce qu'il y a sur place. J'apprends. C'est des belles rencontres, vraiment des belles rencontres. Je vais reconstituer un arbre à ma façon. Un arbre ressuscité. Mais bon, ça peut prendre longtemps avant que je sois inspirée. Et puis que, en fait, ça se fait tout seul, mais c'est pas forcément tout de suite, quoi. Ils vont être dans un coin, puis je vais passer devant, je vais repasser. Puis un jour, pouf, il y a un moment qui est le bon moment. Et ça se calcule pas. C'est du châtaignier donc, qui est mort. Le châtaignier, il n'y arrive plus à s'accrocher ici. Et il y a plein de châtaigniers malades là-bas dans la pente. Moi, je les récupère, je leur redonne leur fierté, leur beauté. Mais le châtaignier, oui, voilà, il y en a beaucoup du mort, donc je le coupe jamais vivant. Alors que ça m'arrive de couper du pin vivant, parce que voilà, je suis propriétaire d'une forêt. C'est vrai que je dois éclaircir de temps en temps pour laisser venir d'autres arbres, comme par exemple, là maintenant, il y a des frênes qui arrivent. Bon, les acacias, je les gère un petit peu pour pas qu'ils prennent trop de place. Il y a des nouvelles essences qui essayent timidement de s'insérer. Si je les favorise, il faut quand même que je laisse un peu de place et donc que je coupe quelques arbres. Et ça, maintenant, je le fais plus à la main, quoi. J'y arrive plus.
quand j'élague un petit pin, après je le débite. Je recycle tout dans le petit pain. Je recycle les pommes de pin, je recycle l'écorce, je recycle les brindilles, je recycle les rameaux. Il n'y a rien que je jette. Et si jamais j'avais quelque chose à jeter, je le dépiote et je le mets en tas pour que ça fasse de l'humus. Je vais plutôt en cueillette en bord de rivière. J'en ai un peu sur mon terrain, mais sinon la cueillette c'est souvent en bord de rivière pour la consoude, pour l'ortie, pour le houblon, le pissenlit. Bah oui, je marche. Mes courses, c'est pas au supermarché. Ça m'arrive, mais le moins possible, quoi. Si ça m'arrive 3-4 fois dans l'année, c'est un grand maximum. Bon, je crois que ça ira pour aujourd'hui. On va la laisser pousser et je reviendrai plus tard.
Après avoir fait beaucoup de patchwork, j'avais quand même pas mal de matières textiles. J'avais travaillé des matières épaisses. Et je me suis dit, je peux construire une tente. Et puis je ne savais pas trop comment m'y prendre. Donc là, j'ai commencé à chercher le genre de tente que je pouvais éventuellement coudre moi-même. Et je suis tombée sur la yourte. Voilà, je pouvais y vivre vraiment ma plus grande dimension intérieure et en même temps la dimension politique parce que c'était un vrai engagement social pour dire je peux habiter moi-même dans l'habitat que j'ai fabriqué en toute autonomie. Donc j'ai vraiment compris que c'était ma maison. Moi, quand j'ai commencé en 1994, ça n'existait pas. Enfin, quand je prononçais le mot yourte en France, les gens me disaient tu fabriques des yaourts avec quel lait? Donc j'étais vraiment pionnière. Enfin, à l'époque, ils me prenaient pour une allumée, hein, franchement. Dormir dans la nature, pour moi, c'est totalement une thérapie psychique, poétique, mais en plus physique. Donc oui, c'est riche la yourte si la personne à l'intérieur elle est riche, si elle n'en fait pas un cagibi, si c'est pas un truc où les gens passent en vitesse et puis s'en vont et puis ils ont consommé ça comme n'importe quelle autre chose. Non, il faut l'habiter, c'est fait pour ça. L'habiter entièrement et puis avec tout ce que ça donne, ça respire sur l'extérieur. Là, on entend la pluie, on vit avec la pluie, on vit avec les saisons, on vit tout le temps avec les éléments. Donc ça, c'est vraiment important. Cette communion entre l'homme et la nature, ici, c'est le point de rencontre. Toujours le plus proche possible de la terre. C'est ma décharge par rapport aux ondes. Quand je reviens des courses en ville, je passe une demi-heure allongée sur un rocher avec tout le corps à la terre. C'est physique, je sens les picotements, tout ça, ça s'en va et ça passe par les extrémités et ça passe dans la terre. Je le sens physiquement. Mais heureusement que j'ai ça moi ici. C'est ça qui fait que je peux tenir avec le handicap que j'ai. J'ai que la terre pour me retrouver. Je brosse les arbres, je touche la terre, je suis tout le temps la terre. C'est pour ça que c'est important, les gens qui sont en ville et qui ne peuvent pas se mettre à la terre, ils ne peuvent jamais se décharger. C'est catastrophique pour eux. Ah non! Toc, toc, et toc. Quand on travaille sur un mandala, on devient calme à l'intérieur et donc on sort un petit peu de ces miasmes personnels égotiques
pour se brancher sur un regard plus clairvoyant, plus spirituel. Ça permet de voir des choses qu'on ne voit pas d'habitude en fait. Par exemple, les aiguilles de pin, c'est totalement anodin. J'en ai fait des tressages, j'en ai fait des paniers, j'en ai fait des bordures de mandala. Puis surtout, je l'utilise pour allumer mon feu. Et donc, c'est un matériau qui pour moi est intéressant. Donc j'essaye d'utiliser tout ce qui est autour de moi dans la nature. Le granit, le schiste, l'anthracite, il y en a partout puisqu'on est sur une ancienne zone minière. Les pommes de pin. Et puis je rajoute des fois des petites choses à moi. Savoir regarder, ça demande du temps. Et plus on regarde et plus on aime. C'est la seule façon de rencontrer des êtres vivants ailleurs que dans la société humaine. Là, moi, je suis en train de regarder les choses qui disparaissent avec beaucoup de tristesse, parce qu'il y a des espèces d'oiseaux qui sont foutus, qui ne viennent plus. Donc moi, j'ai l'impression d'être dans le champ du cygne, en fait. Donc je découvre toute la beauté et je remercie beaucoup pour cette beauté. Donc ça me tient vraiment en vie. Et ça tient mon moral aussi, parce que sinon, entre toutes les machines qu'on entend dans la montagne, qui viennent uniquement pour ponctionner, comme si c'était un supermarché, la forêt, et qui se fout de tout l'écosystème, il y a vraiment de quoi être pas bien dans sa peau, quoi. Je veux pas exagérer, tomber dans la tragédie, quoique. Donc face à ça, je crois qu'il n'y a plus que le bon sens qui peut jouer, hein. Le bon sens, et le bon sens, c'est la terre. Et la terre, ça vous remet les idées en place, hein, quand même, hein.
Je vis uniquement avec les saisons. Donc je me lève tôt, je me couche tôt, en hiver en tout cas. J'essaye de manger quand il fait jour. Et puis d'adapter mes activités tout le temps avec les saisons. Ça me paraît le plus logique. Et puis même les yourtes, elles sont orientées en fonction des saisons. Il y en a une pour l'hiver, il y en a une pour l'été. Tout est fonction de l'environnement, du chaud, du froid, du bois, de l'eau. Tout est pensé comme ça. J'utilise très peu de lumière, donc j'ai appris à vivre dans le noir en fait. Dans la nature, les sens s'aiguisent, donc forcément, moi ici je suis capable de circuler en pleine nuit sur mon terrain en aveugle. Ouais, je suis une bidouilleuse, c'est tout. Hein. Je bidouille, voilà. Bidouille. Ici c'est tout. Il y a des étoiles toutes les nuits. Je suis en relation avec les étoiles, alors c'est un peu comme si je les appelais, tu vois. Moi, mes valeurs, elles découlent de l'écoute. Pourquoi je bouge à un moment donné? Pourquoi je bouge et pourquoi je fais plutôt ça qu'autre chose? Parce que je suis bien avec les petits oiseaux là qui sont autour de moi et ça me met dans la joie et voilà, je m'assimile un peu à leur mode de vie, je fais des nids. Je trouve qu'ils sont, enfin, les oiseaux, c'est vraiment des maîtres pour moi. Moi j'ai quand même l'impression d'être humaine. Je suis pas encore une machine. Faire son nid, faire sa tanière, son abri, c'est profondément humain justement. Enfin, on a besoin de s'abriter un petit peu des éléments, voilà, d'être confronté à des choses vitales, simples. Là, c'est de la revalorisation de ce que les gens ont jeté, tout ce qui est factice, enfin tout ce qui est plastique, peinture, machin, etc. C'est de la récupération. Hein. Je pense que c'est très difficile de ne pas contribuer à la destruction de l'environnement. Donc je n'aurais peut-être pas cette vanité-là. Mais en tout cas, j'espère que ma façon de vivre me permet d'être, une personne qui outrepasse pas mon empreinte écologique. Voilà. Je pense que là, j'en suis, quand je calcule à peu près mon empreinte énergétique, je dois être à une demi-planète, comme les Africains. Bon. Alors, de consommation. Alors que les Américains, c'est 5 planètes et que les Français, c'est 3. Et on n'en a qu'une de planète.
Donc moi, si j'utilise qu'une demi-planète, eh ben, la demi-planète qui me reste, je peux l'offrir. Pendant des années, j'ai cru que c'était moi qui étais fautive, qui n'était pas adaptée à la société. Mais en fait, non. Aujourd'hui, j'assume. C'est la société qui n'est pas adaptée à l'humain. Elle est adaptée aux machines, elle est adaptée à la science, elle est adaptée au profit. Elle n'est pas adaptée à l'être humain. Par mon éducation, j'étais tellement conditionnée que je croyais qu'il fallait que je fasse des enfants, que je me marie, que j'ai une carrière et que je sois rentable et que je sois bien adaptée. Et puis très vite, ça concordait pas. Enfin, je me trouvais en contradiction systématique avec ça. Je pense que j'ai fait tout mal parce que c'était imposé et parce que c'était pas mon choix. J'ai fait tout mal, voilà. Puis quand j'ai eu cette prise de conscience, ça m'a foutu une dépression, forcément. Je me suis dit, ben, maintenant je fais ce que moi j'ai envie. Et ce que j'avais envie vraiment, ben, ça ne correspondait pas aux attentes ou parentales ou sociétales. Donc j'ai passé encore toute une période de ma vie à me justifier sur ce que j'étais, sur ce que je faisais, etc. En étant très malheureuse parce que ben, j'avais quand même envie de me faire apprécier pour ce que j'étais, mais j'y arrivais pas. Et puis jusqu'au jour où ben, j'ai dit stop, quoi, ça suffit, maintenant je ne vais plus jamais me justifier. C'est terminé. Alors je ne suis plus du tout dans le regard de l'autre. Et puis j'assume ce que je suis. Un vrai rêve qui est maturé. La plupart du temps, moi je crois que c'est pas un rêve qui va à l'encontre de l'humain. C'est un rêve qui fait en sorte que l'être humain devienne un véritable être humain. Donc c'est une rencontre vers soi. Et la rencontre vers soi, elle ne peut que être positive pour l'humanité. C'est pas rêver dans le sens avoir des rêves irréalisables parce qu'on veut fuir quelque chose. C'est rêver en sachant qu'à un moment donné, ça nous habite tellement que ça va devenir une réalité. Et le problème, c'est ça, c'est que c'est pas vers soi qu'on va, mais vers un égrégore de mass média où plus personne réfléchit ni ne choisit la direction où tout le collectif va et est emporté. Avec le printemps, il y a plein de petites herbes qui arrivent. Alors là, on a du géranium vivace, sauvage, des petites fleurs roses. Ça n'a pas une super odeur, mais en médicinal, ça peut être intéressant. Ça, c'est de la lierre. Donc ça, c'est bon. Bon, celle-là, elle est peut-être pas géniale, mais... Enfin, même dans les salades, ça a un petit goût d'ail. Moi, j'aime bien. Là, il y a les fleurs de Paulownia, parce que là, on a le Paulownia, il est juste en fleurs. Là, c'est un arbre absolument magnifique qui fait des tubes violets qui sentent super bon. Ça envoie des effluves dans tout le camp et c'est génial, c'est super beau. C'est des belles grappes Paulownia.
puis alors l'odeur. Là, c'est une odeur de paradis, ça. Il y a tout. Il y a les acacias là, qui sont bourrés d'acacias au point que les abeilles, elles deviennent complètement dingues. Là. Elles butinent, elles n'arrêtent pas de butiner. Ça fait un bruit permanent sur toutes les yourtes. Il y a tellement de problèmes avec les abeilles que quand on est en relation avec elles et puis qu'elles font leur boulot, on se dit, bon, allez, ça peut continuer encore un petit peu là. Ils nous ont pas tout foutu en l'air. Hein. Outre que je fais des beignets, moi j'adore ça. Tu manges. Ah. Vous voulez juste faire attention qu'il n'y ait pas une abeille dedans. Je me gave de fleurs d'acacia pendant tout le printemps. Enfin, ça dure 15 jours, hein, pas plus. Hein. C'est un festin. La nature, c'est un festin. En plus, elles ont été lavées, nettoyées. Que demander de plus? Entièrement bio, évidemment. Les balades, c'est des balades culinaires. J'en reprends parce que moi, c'est mon régal, là. Ah. Le seringa, j'ai jamais essayé, mais je pense pas que ça se mange. Ça, oui. Il y a de quoi devenir dingue de plaisir, là. Voilà. Ça dure 15 jours de paradis, quoi. Des magnifiques fleurs. Hop. C'est un cerisier sauvage. Là, ça, c'est de la porcelle. Ça, c'est délicieux. Ça, c'est ma salade préférée. Non seulement c'est délicieux, mais en plus, c'est consistant, ça craque. Ça change tout le temps, donc c'est super parce que tu as toujours l'impression d'être dans un autre lieu. En 15 jours, c'est devenu tout vert. Et puis, c'est pas n'importe quel vert, c'est le vert tonitruant, un vert chlorophylien qui est plein d'enthousiasme. C'est très, très excitant. Enfin, ça donne un bon coup de punch au moral, quoi. Ça, c'est un petit arbre qui est arrivé tout seul, sauvage. C'est un frêne, c'est le deuxième. Il y en a un autre petit qui s'est mis là. Ils sont arrivés par là, je pense, parce qu'il doit y en avoir là-haut. Et donc là, ils sont en train de s'implanter. Mais c'est génial! Et le petit chêne, là, il est très vigoureux. L'alisier aussi. Ils sont bons voisins. Il y a des petits chênes verts qui poussent un peu partout. Donc c'est la forêt, on est vraiment dans la forêt. Tu as des arbres qui poussent partout. Un terrain sur lequel on arrive, moi je dis, il faut pendant 1 an mettre sa tente, n'importe quoi, et puis il faut observer. Et après, on commence un petit peu à se dire, tiens, celui-là, je pourrais l'enlever, celui-là, là. Moi, j'ai fait des erreurs et je le regrette aujourd'hui. La nature nous enseigne la lenteur. Et les arbres, ils nous enseignent la lenteur. Ils nous enseignent la tranquillité, la sérénité. C'est ça, la philosophie de la nature, en fait. Moi, je suis amoureuse des arbres, maintenant. Je peux dire, j'ai mis des années à arriver dans une forêt, mais maintenant que j'y suis, j'ai compris. C'était le grand amour de ma vie, c'était ça, c'est les arbres. Il y a des gros engins qui sont venus prendre les pins. Ils ont dégagé toutes les terrasses, etc. Donc ça a créé de l'érosion. Donc la terre s'est appauvrie. Et donc les genêts, en fait, ils viennent sur des terres pauvres. Alors c'est beau, là, ils sont en fleurs, c'est magnifique. Mais ils viennent sur des terres pauvres. C'est le stade avant la forêt, en fait. Et après, pour que la forêt revienne, il faut qu'il y ait de l'humus. Donc ici, l'important, c'est de préserver l'humus. Et il y a les acacias qui arrivent. Donc les acacias, c'est très bien parce que ça crée de l'humus. C'est une légumineuse. Et donc la légumineuse, quand elle tombe au sol, que ce soit les feuilles, que ce soit les graines, que ce soit les fleurs, ça fait un humus très riche. C'est un arbre colonisateur, certes, mais en fait, il vient pour enrichir la forêt.
Encore un petit chêne. Un petit fragon. Et là-bas, j'ai semé de la bourrache. Mais ça, j'ai protégé, hein, parce que sinon, les sangliers, là, c'est même pas la peine, ils vont tout me bouffer. Donc j'ai fait une ligne de bourrache, parce que je l'aime bien en salade. Le rhododendron, ben, il m'a pas donné de fleurs pendant 3 ans, puis là, tout d'un coup, puf! Bah merci, hein. Les pousses de salsé, pareil. Génial. Ça, je crois que c'est ce que je préfère. Là, en fait, on voit bien les étages d'arbres différents parce que les verts sont différents, parce que tout ce qui est blanc, c'est les acacias, tout ce qui est vert cru, c'est les châtaigniers, tout ce qui est vert émeraude, c'est les pins. Et puis au milieu, de temps en temps, là, il y a quelques semaines, il y avait le blanc qui explosait des cerisiers sauvages. Donc comme ça, moi je connais maintenant tout mon horizon par cœur parce que j'ai appris à repérer tous les arbres, tout ce qu'il y avait, quoi. Et c'est magnifique, ça fait des sortes de vagues, voilà, c'est une mer végétale. Maintenant que je suis bien installée dans mes yourtes, c'est le rapport avec la nature et puis tout ce que je trouve dans la nature qui me parle. Et il y a plein de trésors, plein de personnages. Des bêtes, hein. Des fois c'est des monstres, mais souvent ils sont amicaux quand même. Parce que moi je vois des yeux, je vois des bouches, je vois des oreilles. Tout est habité, hein. Tout parle, ou chante, ou râle, se plaint, ou pleure. Ça parle, quoi, ça parle tout le temps. Et bon, le silence, c'est quand tout est apaisé.
C'est très agréable de faire du feu parce que c'est une présence, hein, c'est un dieu, c'est la vie. Bon, alors quand il est là, ça change toute une ambiance. Et puis après, bah oui, si on cuisine dessus, c'est utile, hein. Il faut le gérer, bien sûr, il faut faire attention de pas le faire trop haut, trop fort. C'est ça qui est intéressant dans le feu, c'est comme la cuisine, quoi. Ça tout se dose. Comme ça, tu vois, les gens qui disent ouais, les fougères c'est de la merde, on peut rien en faire. Et bien moi je montre que c'est pas vrai. Les fougères c'est génial. On peut faire plein de choses. J'ai bien conscience que vivre proche du sauvage, c'est quand même ultime comme expérience aujourd'hui, enfin en France en tout cas. C'est quand même une chance extraordinaire. Et cette façon de développer la sensibilité sur la nature, sur les plantes, les animaux, je pense qu'elle ne peut se partager que par l'expérience et la pratique. Ça fait 21 ans maintenant que j'ai commencé cette aventure et qu'elle ne me lasse toujours pas. C'est pas un caprice, c'est vraiment une voie pour moi de vivre autrement et de s'engager dans la création de son art de vivre personnel, enfin de gagner sa propre liberté. C'est une vraie histoire d'amour, hein. C'est le lien à la terre. Le lien à la terre et le lien au ciel.
Voilà.